Enfin, je vais essayer de répondre à la première. Quels ont été les effets de cette christianisation sur la formation de l'identité nationale? La christianisation du Vietnam a débuté au XVIIe siècle. L'actuelle communauté vietnamienne chrétienne, catholique principalement, mais elle n'est pas limitée aux catholiques. Cette communauté catholique vietnamienne est très ancienne. Elle remonte au XVIIe siècle. Et les missionnaires n'ont pas seulement recruté des fidèles parmi les intelligentsia, au contraire. D'abord chez les villageois, d'abord chez les paysans, enfin chez le peuple. La christianisation est d'abord une affaire du peuple. Mais elle s'est heurtée très tôt à l'opposition du pouvoir impérial. Pourquoi? Parce que le pouvoir impérial, l'État impérial, n'est-ce pas, repose essentiellement sur le gouvernement des lettrés. Ces lettrés, c'est qu'on appelle les mandarins, du portugais mandarin, parce qu'on devrait dire en français simplement lettrés fonctionnaires. Ce sont des gens qui sont formés à l'école chinoise sur le modèle chinois. C'est-à-dire qu'on va à l'école, on apprend les caractères chinois, à écrire les caractères chinois, et en même temps, un peu plus tard, on apprend ce qu'on appelle les classiques confucéens chinois. Confucius, c'est le grand penseur chinois, sage chinois, qui a profondément marqué la culture chinoise, l'idéologie chinoise, la philosophie chinoise, tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas? Bien que le confucianisme soit pluriel, je m'empresse de le dire, parce que souvent vous entendez ou vous lisez que les communistes chinois actuellement, le gouvernement communiste est un gouvernement confucéen. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, quel Confucius? Il y a Confucius, et puis il y a les disciples de Confucius, et il y a le néo-confucianisme, qui est intervenu plus tard, et puis il y a une autre école confucianiste, et puis à côté de Confucius, il y a les légistes, qui donnent, si vous voulez, qui considèrent que ce sont les intérêts de l'État, du prince, qui l'emportent sur les intérêts du peuple, alors que Confucius a plutôt une philosophie humaniste, et on pourrait même dire démocratique. Pour Confucius, tous les hommes sont frères autour des 4 océans. Pour Confucius, il faut que tout le monde ait à manger, et donc il faut partager la terre en parts égales à répartir à tout le monde. Enfin, ça, c'est Confucius aussi. Ça. Et il y a un disciple qui s'appelait Mencius qui lui dit il faut avoir beaucoup de charité pour les pauvres, il faut au contraire avoir soin du peuple, toujours avoir peur. D'ailleurs, un des devoirs des mandarins, c'était d'aider le peuple, de remédier aux souffrances du peuple, de remédier aussi à tous ses besoins, n'est-ce pas? Les mandarins on les appelait pères et mères du peuple, les pères et mères du peuple. Alors là, je vais vous citer une anecdote. On dit souvent que lorsque les Français sont arrivés, ils ont conquis, donc ils ont trouvé en face d'eux les mandarins qui ont dirigé la lutte armée pendant longtemps. Enfin, des mandarins, parce que les mandarins de la couche supérieure, au contraire, ils avaient capitulé, ils avaient signé la capitulation de ça. Eh bien, ces mandarins-là, quand les Français ont vaincu leur résistance armée, des mandarins m'ont dit il ne faut pas collaborer avec les Français. Maintenant, il faut nous retirer de l'administration. Il ne faut plus rien faire. Il faut nous retirer dans nos villages et nous consacrer à l'enseignement, justement. Et il y a des grands mandarins, y compris ceux qui avaient lutté contre les Français, qui avaient dirigé l'armée contre les Français, qui ont dit mais si nous partons, d'abord, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas fidèles à notre devoir, le devoir de père et mère du peuple. Si nous partons, le peuple, que deviendra-t-il? Il n'y aura plus de gens pour les diriger, pour prendre soin d'eux. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les conquérants, ils vont recruter des cuisiniers, ils vont recruter n'importe qui pour diriger le peuple, et c'est le peuple qui va souffrir. Donc, nous devons collaborer avec les Français. Voilà.
Voilà, c'est une petite anecdote, mais pour montrer qu'est-ce que c'était que cet appareil d'État. Voilà, le mandat d'État, qu'est-ce que c'est que cet appareil d'État? Ils étaient imbus d'une morale, mais au fond de règles. Seulement, le confucianisme, c'est devenu le néo-confucianisme au XIIIe siècle. Ça veut dire que c'est un confucianisme plus rigide, plus dogmatique. N'est-ce pas? Et puis même, il y a ensuite, par la suite, un confucianisme sur lequel, enfin, on va chercher dans le confucianisme l'accent mis sur l'autoritarisme, c'est-à-dire l'autorité avant tout. Voilà. Par exemple, celui qui a dirigé Singapour, la République de Singapour pendant des années, M. Lee Kuan Yew, parlait tout le temps du confucianisme. Mais pourquoi? Pour justifier son pouvoir et absolument pour repousser toute opposition au pouvoir. Il disait, vous devez respecter vos dirigeants. Et il disait, c'est Confucius. Il invoquait le confucianisme, mais toujours les gens invoquaient le confucianisme. De même que pour les relations à l'intérieur d'une famille entre la femme et l'époux, la femme, etc., on disait toujours à l'épouse, obéissance à l'époux, n'est-ce pas? Puis ensuite, si l'époux meurt, obéissance au fils aîné. C'est comme ça, là. Alors ça, c'est soi-disant le confucianisme. Si vous voulez, on retrouve ça exactement dans l'islam, on retrouve ça dans le christianisme, au fond. Christianisme, après tout, il y a une forme de christianisme conservateur, etc. C'est comme ça. Bon. Alors donc, la christianisation, elle s'est opérée comme ça, d'abord à la base. Mais il s'est constitué au XVIIe, XVIIIe et au XIXe siècle une communauté catholique vietnamienne, surtout catholique, les protestants n'existent pas à ce moment-là, alors qu'il y en avait en Chine. Des catholiques. Ils ont été christianisés par les jésuites, portugais, français, et dominicains espagnols venus de Manille, pas l'oublier, et souvent en conflit, dominicains et jésuites se disputaient. Mais surtout, il y a un troisième acteur qui est très important, c'est les missions étrangères de Paris. Créé justement à l'époque de Louis XIV. Créé à l'époque de Louis XIV parce que, à ce moment-là, on est dans le contexte de la rivalité entre les monarchies absolues européennes et qui chacune veut avoir son instrument d'évangélisation des peuples étrangers. Vous savez que, bon, je ne veux pas remonter, mais au padroado, c'est-à-dire que le pape aurait donné la moitié du monde aux Portugais, aux prêtres portugais, la moitié du monde aux prêtres espagnols, et cela tous. Et en Extrême-Orient, en Asie, c'était le padroado portugais. C'est pas un padroado portugais qui faisait que lorsque des missionnaires dominicains, capucins, français ou italiens arrivaient aux Indes, par exemple, parce que c'est là que ça a commencé, ils arrivaient aux Indes, à ce moment-là, on les mettait en prison. Les Portugais les mettaient en prison, parce qu'ils ne voulaient pas que c'était des concurrents pour l'évangélisation. Voilà. Bon, enfin, ça, c'était avant, c'était le XVIIe, XVIIIe siècle. Alors, au Vietnam, ce qui est vrai, c'est que le catholique vietnamien ont vu leur nombre croître. Et tout à l'heure, j'expliquais qu'au XIXe siècle, surtout entre 1820 et 1840, sous le règne de Minh Mang, il y a donc une liste de martyrs vietnamiens, parce qu'ils en a fait crucifier, décapiter, je ne sais pas combien, n'est-ce pas? Rome les a canonisés assez récemment, d'ailleurs, en 1997, ce qui a entraîné un conflit avec le gouvernement vietnamien. Mais n'empêche que la communauté catholique vietnamienne a survécu, et elle-même s'est fortifiée pendant le XIXe siècle, malgré toutes les persécutions. Et ce qui est important, c'est que c'est pendant cette période-là qu'au fond, le catholicisme est entré dans la culture vietnamienne. Pour en faire partie, il y a une dimension de la culture vietnamienne qui est la dimension catholique. Voilà. C'est ça. Ce qui explique d'ailleurs qu'apparaît pendant la colonisation, quand les missionnaires français sont revenus en masse avec l'idée du triomphalisme catholique, ils ont voulu se conduire un peu en maître, si vous voulez, vis-à-vis du clergé indigène. Ça n'a pas marché. Bien sûr, le clergé indigène, il n'a pas aimé ça du tout, n'est-ce pas? Mais le fait même qu'il n'aime pas ça du tout prouve que le catholicisme était bien ancré dans la population vietnamienne. Et lorsque la guerre d'Indochine a éclaté, à la tête, souvent à la tête de la résistance nationale contre le retour des Français, on trouve des gens de l'intelligentsia catholique, des avocats catholiques, des médecins catholiques, tous.
Ils ont rallié la révolution de 1945. Et maintenant, ils sont bien ancrés dedans. Tellement bien ancrés, juste un mot, tellement bien ancrés qu'actuellement, en dépit des relations difficiles avec l'État, le Parti communiste surtout, malgré tout, le Parti communiste n'ose pas persécuter l'Église catholique. Il n'ose pas persécuter. Il lui résiste quand les catholiques réclament, par exemple, le retour des biens confisqués au moment de la Révolution. Il fait des choses comme ça. Mais il reconnaît les catholiques comme interlocuteurs, n'est-ce pas? Et par exemple, récemment, il y a un archevêque vietnamien qui est allé à l'étranger, et on lui a demandé, alors est-ce que vous êtes libre de sortir? Il lui a dit, oui, je suis libre, mais il faut me demander la permission. Voilà. Vous voyez, quel est le rapport? Et puis il ne faut pas oublier quand même que les catholiques, ils sont un peu partout, ils sont pas seulement au sommet, dans les villages. En 1997, j'ai fait une enquête dans le delta du Mékong, dans un village de delta du Mékong, où il y avait une forte minorité catholique. La première église avait été construite en 1898, dans ce village. Et là, quand je suis arrivé, il y avait une statue de la Vierge qui faisait 30 mètres de haut, n'est-ce pas, en couleur, polychrome. Et puis il y avait 30 classes de... Il y avait, non, pardon, 4 classes de catéchisme dans la cour du presbytère. Et le prêtre catholique était un prêtre catholique qui s'était réfugié, qui avait fui le Nord communiste dans les années. Et là, il a été là. Je lui demande, mais les relations sont bonnes? Il m'a dit oui. Ici, localement, c'est très bon. Très bonne. Et j'ai appris que la présidente du comité populaire de la commune, c'est-à-dire la mairesse de la commune, la maire de la commune, c'était une catholique. C'est une catholique. Et puis, visiblement, les catholiques... Parce que ce qui s'est passé, vous comprenez, c'est que les catholiques, contrairement par exemple aux bouddhistes ou à des sectes religieuses qui a la secte messianiste, ils ont derrière eux, ils ont le Vatican. Ce que le gouvernement communiste veut, c'est avoir un interlocuteur en face de lui. Un interlocuteur valable. Alors il a des évêques, il a des archevêques, il a même un archevêque, et il a le gars apostolique de Rome, etc. Il sait avec qui négocier et comment il faut négocier. Mais en tout cas, la littérature vietnamienne a un très grand poète, qui est un poète catholique, il est très connu, des années 1930. Il est célébré comme un grand poète vietnamien. C'est un catholique. Et puis, c'est tout. Et puis non, si vous prenez comme même chose, c'est intéressant. Les catholiques, l'État socialiste a été instauré. 1975, unification du Vietnam, n'est-ce pas? Et un État catholique, enfin stalino-maoïste, quoi. Il faut bien dire les choses. En 1961, c'était ça. Un État stalino-maoïste. Bon, pas de liberté, rien, tout le monde se tait. Ben, quand même, on respectait les catholiques, on veillait à ne pas quand même trop les bousculer, etc. Et puis, lorsqu'il y a eu la rénovation, en 1986, le secrétaire général du parti annonce la rénovation. Ça veut dire, c'est pas seulement la réforme économique, c'est vrai que l'accent est mis sur la réforme économique à ce moment-là. Mais en 1986, le secrétaire général du parti va parler devant l'Union des écrivains et des artistes vietnamiens. Et il leur dit, maintenant, liberté de création. Vous créez comme vous voulez, selon l'inspiration que vous voulez. Vous êtes absolument libre. C'est quand même important. Et ça, c'est une chose qui n'a pas été relevée. On n'a relevé que la réforme économique. Alors qu'il y a dans toute une dimension, dans toute une sphère, n'est-ce pas, au contraire, une grande liberté. Et c'est comme ça que la littérature vietnamienne a connu une renaissance extraordinaire depuis. Vous avez aujourd'hui des auteurs vietnamiens qui sont extraordinaires. Ils sont traduits en anglais, en français. Et heureusement, parce que c'est vraiment de grands romanciers. Bueno, muchas gracias a todos por la paciencia y por la presentación.